lui avait décroché la Coupe. Algérie, un petit peu partout dans les 30 quand la sortie de Claude Leroy qui a déjà préparé le terrain, Claude Leroy, l'entraîneur des éperviers du Togo qui affronteront l'Algérie le 10 novembre, si je me trompe, et qui commence à le terrain et on parle éventuellement du retour peut-être d'Emmanuel Adebayor lors de la campagne face à l'équipe du Togo. Oui, tout à fait, Hakim. L'entraîneur des éperviers qui est Claude Leroy. Claude Leroy présenté dans le sorcier blanc du continent africain. C'est un breton, c'est un gars qui ne chine pas, qui ne rit pas. C'est vrai, là, il va affronter notre sélection nationale le 18 novembre. Puis vous savez, à ce stade, tous les moyens sont bons. Lui, il dit que je dois gagner ce match. Je vais il y a énormément de il est en train de jouer peut-être sur le moral des mecs. Et connaissant que c'est un entraîneur très rusé, il bosse partout en Afrique, donc il a une idée sur le football algérien. Il va mettre tous les atouts de son côté et il ne va pas appeler les meilleurs joueurs de football à l'étranger. Et je pense que c'est des matchs de pour pas mal de d'être sélectionné, mais pour le moment il ne faut pas brûler les étapes. Peut-être ça sera pour l'équipe des joueurs locaux. Oui. Je pense qu'il est en train de les suivre et c'est une bonne chose pour le joueur local. Allez, petit tour d'Europe avec quelques images, messieurs. Donc Mehdi Abaïed qui a réussi à marquer face à AS Monaco. Mehdi Abaïed qui, avec son équipe, ont fait match nul. Donc, but partout contre l'AS Monaco avec un Monaco de Thierry Henry. Donc, l'international algérien Mehdi Abaïed. Belle blé, comme car est fait bon. Ça sert bien de parler de Attal parce qu'on est vraiment
qui est un joueur talentueux. Là, chaque fois, il se blesse. Vous savez, Hakim, quand vous jouez dans le haut niveau et quand vous avez des blessures, ça vous coupe, si vous voulez, l'élan, ça vous coupe toute votre dynamique dans le jeu. J'espère que Attal ne va pas rester trop longtemps parce qu'être blessé comme ça, il peut perdre beaucoup de rythme et ce n'est pas intéressant pour la suite de ce joueur qui est vraiment très bon sur le plan offensif. Allez, on passe également à d'autres joueurs, à l'image donc dans un duel de passeurs entre Mesloub et Farhat avec Lens. Il y a également eu le but de Taharat pour Lens. Donc deux joueurs qui font encore parler d'eux. Victoire 2-1 pour le Havre. Oui, pour Farhat, il a un match de premier plan. Il a été le joueur le plus dangereux en attaque de par sa capacité d'éliminer et sa aisance de dribbler et d'aller vers l'avant. Il a fait un match plein. C'était l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Pour Taharat, connaissant sa âme, connaissant son expérience aussi, connaissant sa morphologie, donc c'est un joueur aussi qui confirme de match en match et c'est une bonne chose toujours pour notre équipe nationale. Une autre bonne nouvelle, un doublé d'Ishaq Belfodil face à Stuttgart. Il fait parler de lui. Oui, il fait parler de lui. Moi, j'étais très content quand Belmadi l'avait convoqué pour le match dernier. Et puis, c'est vrai qu'il n'a pas été étincelant. Mais vous savez, quand vous ratez un match en sélection, vous pouvez rebondir. Il me semble que Belfodil a su rebondir, Hakim, marquer 2 buts dans le championnat allemand. C'est pas tous les jours qu'on voit tout ça. Eh ben oui. Et enfin, le dernier duquel on va parler, il a fait un excellent match, titularisé au poste de milieu relayeur droit face au Milan AC. Le jeune Ben Nasser qui a réalisé 55 passes, 93% de passes réussies, une passe clé, 6 dribbles dans 5 réussis et il a réalisé également un seul tacle. Oui, c'est un joueur peut-être qui a mis un peu de temps à s'affirmer, mais avec la répétition de matchs et de rythme, je crois que c'est un joueur qui est en train de monter en puissance, qui est en train de faire valoir son talent. C'est un joueur pétri de qualité, techniquement très habile. Je pense qu'il a tout l'avenir devant lui. Eh oui, ce sont des joueurs également qui feront certainement un plaisir au sélectionneur national Djamel Belmadi. Avec cette prochaine sortie, on le rappelle, des Algériens, ce sera le 18 novembre prochain au Stade Lomé pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc 2019, Algérie, Togo ou Togo-Algérie. Et puis il restera après le dernier match, ce sera au stade Mustapha Tchaker face à la Gambie. Allez, on revient donc chez les dames cette fois-ci. Messieurs, on va parler Coupe d'Afrique des Nations toujours, mais cette fois-ci, là je viens vers vous, Ahmed Laheribi. On connaît les adversaires des Algériennes pour cette 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu le 17 novembre prochain. Ça se passera au Ghana et l'Algérie, qui n'a pas été gâtée par le tirage au sort, se retrouve dans le groupe A avec le Ghana, pays organisateur, le Mali, le Cameroun et l'Algérie. On rappelle que les 3 premiers de ce tournoi se qualifient directement à la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en France en 2019. Oui, tout à fait. La sentence est tombée. C'est vrai que jouer contre le pays organisateur qui est le Ghana. En match d'ouverture en plus. Oui, premier match. Moi, j'ai eu l'occasion de voir cette équipe du Ghana, Hakim. Je peux vous dire d'ores et déjà que c'est une équipe pétrie de qualité. Techniquement, elles sont valables, elles sont puissantes. Le Cameroun aussi, elle rentre dans ce registre, c'est-à-dire puissante technique. On peut se mesurer au Mali, je peux dire, qui est à notre portée. Et puis, vous savez, avant d'aller en Coupe d'Afrique, notre sélection nationale va faire une station en Côte d'Ivoire. Ils vont faire un petit stage là-bas et ça va être ponctué par un match d'application contre la sélection ivoirienne. Ça, c'est bien, c'est de bon augure. Et puis, vous savez, vous avez dit tout à l'heure que les 3 premiers pays seront qualifiés direct pour la Coupe du Monde en France. C'est intéressant, c'est bien. Je peux vous dire que ça va être un peu compliqué par rapport au Ghana, par rapport au Cameroun. Mais nos athlètes féminines, je peux vous dire qu'elles ont une carte à jouer.
celle de relever le défi, d'être motivé et d'aller vers l'avant. Et vous savez, en football, rien n'est garanti, mais tout est possible. Touzi Djilali, on ne pensait pas qu'elles allaient se qualifier déjà à cette Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont réussi à sortir le grand jeu et à décrocher leur billet pour cette phase finale de Coupe d'Afrique. Oui, Hakim, le fait d'être qualifié, c'est déjà un exploit. Parce que là, il faut se mesurer à des équipes en Afrique, que ce soit le Ghana, le Cameroun ou le Mali aussi. Je pense que c'est des meilleurs. Ces équipes-là, ils ont une envergure internationale. Moi, j'ai eu l'occasion de voir le Cameroun contre la France, ça fait pas longtemps. Ils ont fait jeu égal avec la France, donc c'est des équipes très très costauds. Mais notre équipe nationale peut se surpasser et peut créer la surprise. Et je rappelle également que dans le groupe B, je vais revenir vers vous, dans le groupe B, on va retrouver les équipes, donc à savoir l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria qui est tenant du titre et la Zambie, là aussi. C'est pas un groupe facile pour ce groupe-là. Oui, les deux groupes sont difficiles à négocier, Hakim. Vous savez, le football féminin en Afrique a vraiment changé, si vous voulez, de look. Les équipes ont appris à mieux se préparer et se frotter à meilleur. Maintenant, j'ai envie de parler du dernier match joué contre le Maroc. Notre équipe nationale a gagné par 1-0. Oui, il y a eu d'abord, le but a été marqué par la joueuse d'Alger Centre qui s'appelle Marek Djemila. Elle a 38 ans, elle revient, elle retrouve une seconde jeunesse. Par contre, la sélection nationale va être handicapée par l'absence de Bohenni. Naïma qui a reçu, qui a une blessure au niveau de sa cheville. Donc, je peux vous dire qu'à 95%, elle sera absente lors de ce tournoi. C'est un handicap parce que cette joueuse a toujours donné le meilleur d'elle-même sur le plan offensif. Il y aura l'apport également des joueuses professionnelles, hein, c'est qui évoluent à l'étranger. Oui, on en avait parlé la semaine passée. C'est vrai, heureusement qu'on a cet apport parce que jouer une Coupe d'Afrique et espérer aller en Coupe du Monde, ça c'est intéressant. Et je peux vous dire que nous avons une carte à jouer, il faut aller jouer à fond, c'est tout. Touzi. Oui, je pense que Ahmed a tout dit, mais les chances de notre équipe nationale restent intactes. S'ils jouent notre jeu à l'algérienne, basé sur des passes courtes, sur la vivacité et la rapidité, ils peuvent créer la surprise. Et voilà, c'est tout le mal qu'on souhaite donc à cette équipe nationale féminine. Allez, autre sujet qui a marqué ce week-end avec bien sûr le report du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et Ligue 2, mais également celui de la réserve, c'est cette réunion et cette assemblée générale. Alors pour certains, extraordinaire, pour Kherdin Zachi, ordinaire. Messieurs, une réunion et une assemblée générale autour de laquelle et dans l'ordre du jour a été bien sûr l'adoption de la mise en place des centres de formation qui seront au nombre de 4 qui vont donc débuter. Il y aura Saïda, Taref, Betna, mais également Tlemcen et adoption à 96% donc des votes en faveur donc du projet de Kherdin Zachi. Messieurs, il était temps depuis l'arrivée de ce nouveau bureau au niveau de la fédération algérienne. On parle de ce grand projet qui est la mise en place des centres de formation pour ce bureau fédéral. C'est une priorité pour relancer le football national et la formation surtout, Touzi Djilali. Oui, Hakim, c'est une première dans notre football. C'est une bonne chose pour le football national. Du moment que la priorité du bureau fédéral lors de son élection, c'était son cheval de bataille, c'était la formation. Donc c'est très important. Mais je pense aussi qu'il faut que nos clubs adhèrent à cette politique et se mettent au diapason et construisent aussi leur propre centre de formation. Comme ça, c'est-à-dire, c'est tout le mal qu'on souhaite à notre football et tous les clubs auront à travailler dans la formation parce que le souci majeur et le principal objectif de nos clubs, c'est la formation des jeunes talents et je pense que c'est une bonne chose pour notre football. Ahmed Laribi, dans le temps, on allait recruter les jeunes au niveau des écoles, au niveau des quartiers, on les formait dans un club, on leur donnait un statut, on leur donnait un nom, ils l'ont rendu très bien à leur club respectif. Aujourd'hui, on s'intéresse peut-être beaucoup plus aux résultats des seniors qu'à la formation des jeunes. Et c'est ce qui a fait que le football national a peut-être régressé un petit peu. Oui, tout à fait. Là, vous avez touché du doigt. C'est un problème vraiment très récurrent parce que je connais le terrain. Les raisons sont explicables parce qu'il n'y a plus de formateurs. Parce que, Hakim, vous savez très bien qu'au niveau des jeunes, on ne doit pas parler d'entraîneurs. On doit
d'abord parler de formateur. Formateur, chaque fois je le dis, je le répète, que c'est d'abord un métier. Vous ne verrez jamais un formateur vous dire que je suis là pour prendre l'équipe senior. C'est un métier, c'est une spécialité. Vous avez des formateurs qui s'occupent des U13, des U15, des U17, des U21, il a créé. Maintenant, c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure qu'on recrutait des jeunes parce qu'il y avait des gens à vocation de formateurs. Maintenant, ça a changé. Maintenant, si vous avez votre enfant et que vous voulez l'inscrire dans un club, on vous demande de l'argent. Et donc, celui qui n'a pas d'argent, donc son fils ne peut pas jouer. Là, c'est vraiment scandaleux. Il faut que les données changent. Et puis, concernant si vous me permettez, cette assemblée, c'est vrai que quand on voit la plupart des membres de cette assemblée, il y a 2 ans de cela, Hakim, il faut le souligner, ils ont voté à l'unanimité pour le futur hôtel luxueux de la fédération. Et puis, ces mêmes personnes de cette assemblée ont voté l'adoption à l'unanimité de ces centres de formation. On peut toujours changer d'avis. Oui, on peut changer. C'est bien, c'est bien. Vous savez, tout à l'heure, Djilali a parlé de Zeti en disant qu'il en a fait son cheval de bataille. C'est bien, c'est intéressant pour le devenir futur des jeunes joueurs qui seront choisis par la suite. Après, on peut en parler. Et puis, vous savez, il n'y a pas que la fédération qui doit former, Hakim. Il y a d'abord les clubs, il y a d'abord les ligues qui doivent s'investir dans cette problématique de la gestion parce que sans formation, un club est appelé à mourir. Touzi ? Hakim, je rajoute 2 points. Moi, je pense c'est bien de créer ces centres, mais il faut que ça se concrétise dans les plus bref délai. De 1. Et de 2, il faut que les clubs reviennent à leur mission initiale, c'est la formation. Parce que là, les clubs sont en train de dépenser des sommes faramineuses pour amener des joueurs de partout, or que la formation, ça leur coûte absolument rien. Eh bien, on l'a vu déjà avec ce club. Juste un petit point souligné, quand on parle de formation, il ne faut pas oublier qu'au niveau de jeunes, c'est-à-dire à une certaine catégorie, voire 15-16 ans, il ne faut plus parler d'entraînement. On parle d'enseignement, d'éducation, d'apprentissage et de formation. À partir de perfectionnement. Oui, c'est à partir de 16 ans. À partir de 16 ans, c'est le perfectionnement. On va écouter donc le président de la Fédération algérienne de football, M. Kherdine Zatchi, qui était hier l'invité de l'émission Studio Le Mouhtarif avec notre ami donc Messoud Tchicha. Il revient dans le sonore que je vous propose sur le bilan après 1 année et demie d'activité à la tête de la Fédération algérienne de football, mais également sur l'adoption de ce projet de création des centres de formation. Kherdine Zatchi. منذ 20 مارس 2017 حوالي سنة ونصف منذ يعني مجيئنا إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع كل الفريق مكتب الفيدرالي. وحقيقة كانوا يعني أشياء يعني اللي كانت سهلة وأشياء أخرى كانت صعبة وكانت يعني أشياء اللي يعني في الأول يعني كانوا ضغوطات كبيرة لأن راك تعرف لما يكون تغيير يجيب يعني نوعا ما من الاندفاع وما يكونش القبول يعني سهل بالنسبة للتغيير. ولهذا احنا رحنا يعني تدريجيا حتى ولو يعني الأشهر الأولى ما كانت سهلة، ولكن في الأخير يعني كان الصمود تاعنا وروح المسؤولية خلانا يعني يوم بيوم يعني نتغلب على هذاك الضغوطات يعني. والحمد لله يعني نقدر نقول بصفة عامة بأن منذ يعني الجمعية العامة العادية اللي انعقدت في أفريل 2018 نقدر نقول بأن يعني الأمور رجعت إلى مجاريها، والحمد لله يعني الأمور راهي تجري في أجواء يعني طبيعية، حتى ولو كما تعرف في الاتحادية دائما وكرة القدم يعني فيها يعني نوعا ما من الضغوطات. ولهذا احنا يعني نحاولوا بكل روح المسؤولية يعني نتطرقوا باش نوجدوا الحلول لكل مشكلة، ونتمنى ان شاء الله باش يعني الاداء نتاعنا يعني ويسهلوا لنا يعني الامور باش نلقى الحلول ان شاء الله المشاكل المطروحة في الكرة الجزائرية. حقيقة يعني منذ مجيئنا إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم ألا وكان يعني المشروع تاعنا وقلب المشروع هو إعادة النظر في سياسة التكوين للكرة الجزائرية. ولهذا احنا اليوم يعني نقدر نفتخروا
بقرار الجمعية العامة اللي وافقت يعني بالإجماع على تشييد هذه المراكز التكوين. ولكن أكثر من ذلك الأخ مسعود هي الوعي اللي لازم ناخذوه كفعالين في كرة القدم باش نعاودوا ننطلقوا في تفكير جديد، وخاصة بالنسبة للفعالين في كرة القدم، ألا وهما يعني الفرق والمسؤولين نتاعهم على رأسهم الرؤساء والرابطات منهم ولائية وجهوية وحتى الاتحادات، باش نعاودوا نفكروا تفكير اللي هو يكون مركز على سياسة التكوين. وهذا هو يعني الفوز الكبير للمصادقة على المشروع يعني تاع تشييد مراكز تكوين. ونتمنى باش هذا التفكير الجديد هذا راح يسمح انطلاقة جديدة للكرة الجزائرية. وعلى غرار هذا الشيء يعني شفنا بأن بعض الفرق المحترفة بدات يعني تمشي في هذا الطريق، ونتمنى باش تدريجيا يعني نعودوا نرجعوا إلى أساس العمل، ولا هو يعني إعادة النظر إلى الفئات الشبانية. ولهذا احنا يعني نقدر نقولوا بأننا اليوم يعني مفتخرين بالنجاح تاع الجمعية العامة، لأننا حققنا شيء اللي كنا وعدنا به الناس الجمهور. ولكن هذه ما هي إلا بداية. بالنسبة لك هي الحل الأمثل لتطوير كرة القدم الجزائرية هي العودة إلى التكوين؟ ما كانش حل واحد آخر الأخ مسعود. لازم الناس تعرف بأن أنا، ولهذا أنا بعض الأحيان لما نخمم ونشوف يعني في بعض القنوات وبعض يعني الصحف الناس راهي تتساءل هل ترى هذه هي السياسة اللازمة؟ أنا حقيقة يعني نقعد يعني مستغرب وحاير، لأن ما نقدرش نسمي اليوم بلد يعني راهو متقدم من ناحية يعني في النتائج كرة القدم إلا ومشى على الطريق هذا. ولهذا احنا في الجزائر ما نقدروش ننجحوا إذا ما خرجنا على هذا المنهج اللي هو إعادة النظر إلى التكوين. ولكن يعني سياسة التكوين ماهيش كما نقولوا احنا برك وحدها فقط، لا، حاب نقول بأنها ماهيش برك يعني بناء مركز تكوين، لكن هي إعادة النظر إلى يعني كما نقولوا احنا لا فورماسيون نتاع لي فورماتور. وهذا الشيء عندنا يعني مديرية فنية اللي فيها يعني طاقات وكفاءات يعني إن شاء الله راهي تتفكر في هذه السياسة الجديدة. وكاين برامج أخرى إن شاء الله راح نقوم بها يعني عبر كل القطر الجزائري. ما عندناش الوقت باش نطرقوا لكل يعني الأشياء اللي نقدروا نتكلموا عليها في هذا المجال. Voilà donc le président de la Fédération algérienne. C'est vrai qu'il est revenu également dans son allocution hier sur la commission de discipline, sur la commission d'arbitrage. Donc il a fait un petit peu le tour de la question de tous les problèmes qu'on a pu voir depuis l'entame de la saison et bien sûr depuis 1 an et demi, depuis que Khaled Nzachi est président de la Fédération algérienne de football avec ses membres. Alors messieurs, on vient d'entendre le président. Seul mot qui vient de déclarer, si on veut développer le football, si on veut sortir de cette situation, la seule solution, c'est de revenir à la formation, à commencer bien sûr par la formation des formateurs qui est le plus important. Tout à fait. Si vous avez remarqué, Hakim, à chaque fois que j'interviens au niveau des catégories de jeunes, j'insiste beaucoup sur le véritable formateur, parce que c'est lui, c'est à partir de ce bonhomme-là que vous aurez des futurs joueurs. Parce que, vous savez, quand on parle de formation, il y a ce qu'on appelle la tranche d'âge où c'est l'acquisition d'or. C'est l'âge de 12 à 15 ans. Si vous ne mettez pas des gens qui répondent au profil de cette catégorie, des spécialistes, donc vous savez, une qualité qui n'est pas travaillée dans cet âge, même s'il travaille plus tard, c'est une qualité qui est morte. Il en connaît un rayon.
Kherdin Zetchi, il a été critiqué pour son académie. Il avait pris des enfants qui avaient entre 8 ans et 15 ans, avec une formation de minimum 5 ans, donc avec une grande critique, puisqu'on les appelait les joueurs aux pieds nus. Hein. Si vous vous rappelez, en 2007-2008, la création de cette formation du Parado Athletic Club a été critiquée par tout le monde. Il en connaît un rayon. Il a ramené un excellent formateur, malheureusement qui est décédé, c'est le neveu de monsieur Guillou. Il a formé ces jeunes aujourd'hui. On ne parle que des joueurs du Parado Athletic Club. Est-ce que c'est pas un exemple à suivre? Oui, c'est un très bon exemple à suivre. Et puis, vous savez, monsieur Zetchi Kherdin, il vient d'un club formateur. Donc, c'est tout à fait normal que, comme a dit, c'est bien souligné tout à l'heure Djilali, il en a fait son cheval de bataille. C'est bien, c'est intéressant. Mais il n'y a pas que les formateurs aussi, Hakim. Il faut avoir aussi de bons gestionnaires. Et puis, si vous voulez, la prochaine fois, je peux vous ramener un organigramme d'un véritable centre de formation de l'OM Marseille, de la commanderie. Vous savez, avoir un centre de formation, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de besoins. Ce n'est pas donné à tout le monde. On peut avoir un camp d'entraînement, s'entraîner, mais avoir réellement un véritable centre de formation, ça demande énormément de moyens. Mais toujours est-il, on peut démarrer. Ce que dit Zetchi, M. Zetchi Kherdin, il dit que c'est le passage obligatoire. C'est former, si vous voulez, c'est la clé de la réussite. On peut former Hakim, mais aussi à travers, parallèlement je dis, pardon, il faut aussi former les responsables. Parce que les gestionnaires des centres. Tout à fait, on ne peut pas avancer, on peut former des joueurs, mais si on ne forme pas les gens qui vont les prendre en charge, indépendamment des formateurs, donc c'est comme si on va droit vers un mur. Touzi. Oui, Hakim, là c'est clair, le bonhomme il a son propre expérience, il l'a faite au niveau de Parado, donc je pense qu'il va mettre sa propre conception, sa propre vision au niveau de la fédération. Je pense que pourquoi pas réussir au Parado et ne pas réussir en fédération. Je pense que actuellement, qu'on le veuille ou non, les meilleurs joueurs du championnat qui sont formés, qui ont une formation adéquate, c'est les joueurs de Parado, qu'on le veuille ou non. C'est des joueurs qui jouent, qui sont à l'étranger, qui sont partis à l'étranger. C'est des joueurs qui sont demandés par tous les clubs algériens. Donc la preuve, elle est là. Et en football aussi, Hakim, là c'est une chaîne. Il faut former les formateurs, il faut former les dirigeants, il faut former tout le monde doit être formé, parce que là c'est une chaîne. C'est un maillot ne marche pas, c'est toute la chaîne qui est discréditée. Et puis pardon, dans ce sujet, c'est bien d'avoir ces 4 centres de formation. On peut avoir, si vous voulez, plus par la suite. D'abord, il faut les concrétiser, les matérialiser. Et puis, ce qui est intéressant, ça va être un véritable vivier pour les sélections jeunes et plus tard, si Dieu le veut, pour l'équipe senior. L'avantage, c'est qu'il y aura également une aide de la Fédération internationale de football qui a promis d'aider la Fédération algérienne dans le cadre de la mise en place de ces centres de formation. Oui, c'est un atout en plus, Hakim. C'est bien pour notre football. La preuve, c'est que même la Fédération internationale de football s'intéresse à la formation. Et tout passe, et toute concrétisation passera par une formation de premier ordre. Des préalables. Oui, et c'est bien. Je pense que M. Zetchi, il a été vraiment très intelligent dans ce sens, parce qu'il veut profiter de cet apport financier qui est très intéressant et qui est considérable, parce que j'avais dit tout à l'heure que bâtir un centre de formation, c'est vraiment coûteux, mais on peut le faire. Et ça se fera, Inch'Allah, et ça sera un dossier à suivre, puisque Kherdin Zetchi a promis que dans les 2-3 ans, ces centres de formation seront mis en place et commenceront à activer donc un dossier qui reste à suivre. Allez, messieurs, on reste donc avec cette partie consacrée donc aux équipes algériennes, à la fédération, à l'équipe nationale. Cette fois-ci, on va parler de compétition continentale, Ligue des champions d'Afrique, les Black Eagles, l'entente de Sétif, sorti de la course au trophée par Al-Ahli lors de la manche retour, malgré la victoire de buts à 1, la défaite au match aller 2-0 a joué en défaveur de l'entente de Sétif. Les Sétifiens qui, on rappelle, jouent également ce soir face à Al-Ahli Saoudi pour le compte de Jeddah, de Jeddah pour le compte de la Coupe arabe des clubs. Alors messieurs, l'entente de Sétif qui malheureusement ne goûtera pas encore une fois cette saison à ce trophée de la Ligue des Champions, eux qui espéraient le décrocher encore une fois après 2014, ils vont se contenter peut-être de la Coupe arabe. Oui, Hakim, dommage pour cette équipe de l'entente qui aurait aimé
aller jusqu'au bout. C'est le football. Je pense que le match a été perdu à l'aller. Ouais. Perdre par 2 buts d'écart, c'est pas facile de remonter les 2 buts, surtout devant une équipe expérimentée qui est l'Ahli, qui n'est plus à présenter, un orgue de l'Afrique. Donc ils ont joué ce match à la gestion, ils ont su comment quadriller le terrain, comment fermer tous les espaces. Côté sétifien, sincèrement, moi ils ont fait un beau match quand même, ils ont très bien joué, sauf qu'ils n'ont pas été chanceux. L'Entente a fait peut-être le meilleur match depuis le début de la saison. Sur le plan du contenu, sur le plan du volume de jeu, ils ont fait un match plein. Peut-être en première mi-temps l'inefficacité et surtout la précision dans le dernier geste qui a manqué à cette équipe en première mi-temps. Et il y a aussi, ils ont beaucoup axé leur jeu sur le côté gauche. On avait tendance à oublier le côté droit, mais en deuxième mi-temps, en incorporant Racha, le joueur Racha, il y a eu cet rééquilibre offensif. On a vu les alternances dans le jeu des 2 côtés, que ce soit à droite et à gauche, et c'est à partir de là que l'Entente a réussi à marquer 2 buts. Et malheureusement, ils en ont encaissé un qui a pratiquement scellé la fin de cette rencontre. Ahmed Laribi. Oui, dommage, parce que l'Entente de Sétif avait vraiment une... On avait dit que ça allait être compliqué pour Sétif, remonter 2 buts. C'est vrai que ça paraissait facile, mais ça reste compliqué. Oui, je vais m'adresser un petit peu à notre ami Mohamed Houchine. Il a toujours dit que perdre 2-0 à l'aller, c'est un score idéal. C'est vrai, Mohamed, mais il ne faut pas encaisser à domicile. À domicile, voilà. C'est vrai, Hakim, quand on voit ce match dans son entier, on peut dire que, comme a dit Djilali, l'Entente a fait un excellent match. Mais c'est vrai, mais nous, on aurait souhaité que cette équipe d'abord se qualifie pour la finale. Dommage, c'est vraiment dommage. Je voudrais tout simplement parler de la rentrée de Saad à la place, je pense, de celui qui est sorti, Badran, je crois. Bougelmouna. Bougelmouna, oui. Il me semble que Saad n'est pas encore prêt pour jouer une compétition de cette envergure. Non, il est rentré à la place du numéro 6. Herbiaï. Non. L'ex-joueur de l'USM Belabbas. Sidoum. Oui, ouais. Et puis il a fait décaler Herbiaï en milieu de terrain. Exactement. Moi, je suis d'accord pour l'incorporation de Guicha. Guicha a apporté énormément sur le plan, si vous voulez, offensif. Mais c'est vrai, je pense que l'Entente Sétif a raté vraiment un véritable virage. C'est pas grave, elle peut rebondir. Aujourd'hui, le club joue contre l'Ittihad de Jeddah. Après la déception de la Coupe d'Afrique, enfin la Champions League, ils peuvent se pencher et rebondir aujourd'hui par un très bon résultat. Ça se passera au stade du Yémé 45, donc du côté de Sétif. Allez messieurs, encore une dernière information et on passe donc pour parler de la Ligue 1 et de la Ligue 2. On rappelle que ce jeudi, donc 1er novembre, au stade Mustapha Tchaker, la Super Coupe d'Algérie, la compétition qui verra l'opposition entre le champion en titre sortant, le CS de Constantine, qui affrontera le détenteur du trophée de la Coupe d'Algérie, l'USM Belabbès. 2 formations messieurs, qui souffle le chaud et le froid dans le championnat actuellement. Le CS Constantine, champion en titre sortant, qui n'arrive pas encore à imposer son statut de champion en titre. Et l'USM Belabbès, qui elle aussi nous a habitués à très bien jouer malheureusement ces dernières semaines. On sent un USM Belabbès qui traîne un petit peu la patte. Oui, qui traîne énormément la patte parce que cette équipe, elle nous avait habitués à meilleur que cela. Et puis c'est vrai, cette équipe de la Besse joue bien au ballon. Le CSOJ joue bien au ballon. Vous savez, les résultats n'arrivent pas à suivre. C'est pas grave, ils peuvent rebondir. Puis j'ai envie de parler du nouveau entraîneur de l'USM Belabbès, qui est M. Bouzidi Youssef. L'année passée, il a affronté l'USM Belabbès et il a perdu cette coupe. Aujourd'hui, il est sur le banc de Belabbès et il va jouer contre le CSC. Et voilà. Touzi. Oui, Hakim, c'est un titre qui met en jeu. Donc, peu importe la situation des 2 clubs dans le championnat, ça reste un match qui va se jouer sur un seul match, qui va peut-être aller jusqu'aux prolongations et tirs au but. Mais c'est un match imprévisible. On ne peut pas donner un quelconque favori. Un trophée qui peut rebooster les 2 formations. Oui, peut-être il peut relancer les 2 formations. C'est à travers ce titre-là que peut-être ils peuvent se relancer en championnat. C'est ce qu'on souhaite pour les 2 équipes. Oui, sur le plan mental, j'allais en parler. C'est vrai que peut-être ça peut les booster parce que remporter une super coupe dans ces moments un petit peu difficiles pour les 2 clubs, ça peut être, si vous voulez, une motivation pour mieux rebondir pour la suite des 2 matchs.
Et voilà donc pour ce qui était de cette première partie de l'émission, donc Canal Foot. On arrive à la deuxième partie où on va parler du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et Ligue 2. Vous le savez, journée de championnat a été reportée au 30 et 31 de ce mois de novembre. Ce sera mardi et mercredi. On en parle juste après le jingle. Allez messieurs, une journée de championnat, la 12e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et Ligue 2 qui devait se disputer ce week-end, donc vendredi et samedi, a été reportée donc à mardi et mercredi. Les raisons de ce report, donc on l'a connu, c'était bien sûr l'organisation de cette assemblée générale extraordinaire de la Fédération algérienne de football. D'après la Ligue professionnelle de football, ce report a été mis en place pour permettre à tous les présidents de participer à cette assemblée générale pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions. Un avis, messieurs, sur ce report du championnat, même pour les espoirs. Touzi. Oui, Hakim, je pense... bénéfique, pas bénéfique pour les clubs? Je pense que c'est bénéfique, quoique il y a certains clubs qui se sont préparés en fonction du calendrier, en fonction de la journée. Peut-être il y a des clubs qui ont préparé leurs équipes pour le match pour la semaine et ils se retrouvent devant un autre fait. Donc je pense que ça a été reporté beaucoup plus pour apaiser un petit peu cette tension, surtout avec tout ce qui s'est passé à Borj Bouarerij. On voulait apaiser un petit peu les esprits et aussi ne pas permettre à des équipes d'avoir des matchs en retard et permettre aux équipes d'être tous au même diapason. Ahmed? Oui, là, je vais essayer d'intervenir beaucoup plus sur le plan technique. Moi, je ne suis pas contre le report, mais je pense qu'au préalable, il fallait tout simplement avertir les gens au moins 3-4 jours. Parce que préparer un match dans un microcycle... Ça a été la veille, hein, la décision a été prise la veille. Ça a été la veille, je pense, à 22h45. À 22h45. Nous, on n'est pas contre ce report, mais on est contre, si vous voulez... Là, on va casser un petit peu le travail des entraîneurs parce que préparer un microcycle de 6 jours pour une compétition vendredi ou samedi, c'est vraiment totalement différent quand vous préparez vos joueurs pour une compétition vendredi samedi et que vous ne jouez pas. Donc ça va vous perturber beaucoup plus sur le plan de la charge de travail. Un report qui, on l'espère, ne va pas décaler puisque la Ligue professionnelle de football vient de sortir le programme complet donc du reste du championnat professionnel de Ligue 1 et de Ligue 2, donc avec les matchs en retard, mais également les 4 journées qui restent avant cette phase aller. La trêve, quant à elle, a été décidée. Ce sera le 1er décembre, du 1er au 17 décembre 2018. En parlant de ce calendrier, je pense que la Ligue de football professionnel a bien fait de donner toute cette date parce que ça va permettre aux différents entraîneurs de la division 1 des 2 de bien préparer leur planification jusqu'à la trêve. Parce qu'il y a les matchs en retard, il y a les journées de championnat, Touzi Djilali, tout a été bien planifié et ficelé par la Ligue professionnelle de football. Oui, c'est bien. Si on veut terminer dans les délais et aussi permettre aux équipes de se préparer et de se maintenir surtout dans la planification, comme il a si bien cité Ahmed. Donc, de donner du temps aux équipes et aussi permettre aux entraîneurs de se mettre et de se conformer à la planification. Allez, juste avant de revenir donc à cette programmation et les matchs qui vont se dérouler mardi et mercredi, peut-être une bonne information pour un club qui souffre depuis l'entame de la saison. Et là, je viens vers vous, Ahmed Laribi, puisque c'est un club qui vous concerne, que vous aimez énormément, le Shabab Riadi de Belouizdad, qui vient peut-être de désigner un nouveau responsable. On a parlé d'abord de 47%, et aux dernières nouvelles, je pense que Monsieur Madar, ou la société Madar Holding, donc CSACRB, a trouvé un accord pour 67% des actions. Oui, tout à fait. Ça a été un véritable problème, une course contre la montre, parce que ce club a besoin de cette bouffée d'oxygène. Le club est à l'agonie, il souffre sur le plan financier. C'est vrai, c'était resté à 47%. Madar a demandé beaucoup plus. On a joué un petit peu, si vous voulez, au compte de l'épicier. Et je pense que hier, tout est rentré dans l'ordre. Le club, le groupe Madar, qui
Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'ex-SNTA, Société nationale des tabacs et allumettes. À leur tête, le PDG de Madar, qui sont reconvertis en un groupe. C'est vrai, le club maintenant est entre les mains de Madar, mais ce n'est pas encore terminé parce que la signature définitive doit se finaliser au cours officielle, nous, on voudrait que ça soit fait rapidement. Donc, il faut attendre quelques jours pour que ça soit finalisé d'une manière effective. Mais je peux vous dire, Hakim, que c'est une véritable bouffée d'oxygène pour ce club qui en a tant besoin dans cette période qui est cruciale pour ce club. Touzi Djilali, c'est vrai qu'on a également souvent parlé de ces clubs, malgré les subventions de l'État, malgré quelques aides de la Wilaya, des APC, n'arrivent pas à subvenir, ils n'arrivent pas à trouver peut-être de sponsors adéquats pour pouvoir se maintenir en championnat, pour pouvoir se développer et évoluer. Oui, Hakim, si on attend les subventions de l'État pour pouvoir fonctionner, donc là, on revient à l'amateurisme. Donc, on est professionnel. Chaque club doit avoir ses propres ressources. Chaque club doit trouver s'autofinancer et surtout trouver des investisseurs qui peuvent être salvateurs pour le club. Certains clubs ont créé on va dire leur magasin, leur café, leur centre, et d'autres non, pas encore. Oui, Hakim, moi je pense qu'il faudra avoir des dirigeants compétents, des dirigeants qui peuvent avoir des contacts, qui peuvent avoir à courir un peu partout pour récupérer de l'argent, ne pas attendre uniquement les subventions de l'État, sinon n'importe quel dirigeant peut venir et attendre la subvention de l'État et faire gérer son club comme il veut. Allez, avant de parler également de ces matchs, donc encore cette information, on en avait parlé la semaine dernière, encore du rebondissement dans l'affaire, la démission de Ould Zmirli. Alors pour certains, et officiellement sur certains sites, à compter du 28 octobre, il a ajouté « Je continuerai peut-être à assurer cette fonction de président ». Aujourd'hui, moi pour ma part, je ne sais pas si M. Ould Zmirli est toujours président ou pas président du Nasr Al-Hussein Dey. Aux dernières nouvelles, je peux vous dire que M. Ould Zmirli a changé d'avis. Il est revenu à de meilleurs sentiments. Et puis j'ai envie de parler légèrement sur ce président que je ne connais pas, mais à travers les résultats du club net, là il a apporté, si vous voulez, une certaine stabilité dans ce club. Je trouve anormal que quelques énergumènes, que j'appellerai, vous m'excusez du terme Hakim, les imbéciles du football, s'attaquer à ce monsieur qui a tant donné à ce club et aller à son domicile et insulter un gars qui ramène de l'argent et qui met son argent dans ce club. Je pense qu'il faut arrêter ce genre de situation, Hakim, parce que ça va nuire à notre football, ça va nuire au développement de ce football. Et je suis très content que M. Ould Zmirli est revenu à de meilleurs sentiments. Et surtout que ça fait mal avec un club comme le Nasr Al-Hussein Dey qui nous a sorti de très très grands noms du football, à l'image des Madjer, des Merskan, et j'en passe. Ce sont les derniers que j'ai en tête et qui nous ont toujours gratifié d'un très très beau jeu. Oui, Hakim, avec la venue de ce monsieur, je pense que le NED a commencé à se restructurer. Donc il a donné une certaine structuration à ce club, il a donné une certaine identité à ce club. Donc je pense que laissons le monsieur travailler, et je pense que le NED est en train de se mettre sur de bases solides, est en train d'être un club respectueux qui est en bonne voie, qui est en train d'arriver, qui est en train de se structurer. Donc je pense qu'il faudra laisser ce monsieur travailler, et tant mieux pour le NED. Allez, pour finir, Ben Aldjia qui quitte la GS Kabylie en très très bons termes avec M. Mellel, lui qui avait son contrat qui courait jusqu'au mois de janvier 2019, et Ben Aldjia donc a été officiellement libéré par la direction de la GS Kabylie. Parce que d'après les dires du journaux, je pense que Ben Aldjia ne rentre plus dans les plans de l'entraîneur Dumas. Donc il a préféré se séparer et peut-être trouver un autre club preneur. Et ce qui nous a plu à la GSK, ça se voit que ce club est en train de fonctionner à merveille, comme un club professionnel. C'est qu'on a organisé une collation, une réception en l'honneur du joueur. Donc c'est une très bonne chose. Le joueur a quitté le club à l'amiable avec fierté. Donc
ce qu'on souhaiterait avoir dans nos clubs. 9 buts la saison dernière, 10 passes. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs. Il a été formé donc à l'USMA d'Alger. Il veut trouver également un club à l'étranger. Vous pensez que Ben Algia pourra réussir à trouver un club à l'étranger? Il est pétri de qualité, on le connaît, Ben Algia. Oui, c'est vrai, on peut être pétri de qualité, mais quand on n'a pas le mental, quand on n'a pas, si vous voulez, l'esprit professionnel, on ne peut pas jouer au football. La preuve, moi j'avais assisté au match de la JSK contre DRB Tajinan. J'étais invité, je vous dis, avec l'ancien joueur de la JSK, M. Djahnid Abdelzak. Et puis, Ben Algia était sur le banc de touche. Monsieur Franck Dumas avait demandé à l'ensemble des joueurs d'aller s'échauffer. Et là, j'avais fait la remarque à mon ami Djahnid Abdelzak en lui disant que le comportement de Ben Algia à l'échauffement, moi personnellement, ne m'a pas plu parce que c'est pas comme ça qu'on prépare un échauffement. Et il avait les mains dans les poches. C'est comme il se trouvait dans la rue. Ça n'a pas plu à Franck Dumas. Et puis, vous savez, quand un entraîneur prend la décision de ne plus avoir dans son groupe un joueur pareil, c'est bien. Après le cas de Bouchenchouch, il y a le cas de Ben Algia. Ça prouve qu'au niveau de la JSK, on ne badine pas avec les disciplines. Tant qu'on est bon, c'est bien. Si on sort du cadre, on est sanctionné. Oui, Ce qui est bien, Ahmed aussi, c'est que ce n'est pas n'importe quel joueur, Ben Algia ou Bouchenchouch. C'est des joueurs qui ont leur mot à dire. C'est bien de parler de tout cela, pardon Hakim. Et puis là, ça va donner à réfléchir à d'autres joueurs de la JSK et d'autres joueurs de différents clubs d'Algérie. Et surtout aux jeunes joueurs qui arrivent aussi. Tout à fait, oui. Allez, pour le programme donc de cette 12e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 qui, je vous le rappelle, se disputera ce mardi et ce mercredi avec ce mardi, ça débutera à partir de 15h. 5 matchs seront normalement retransmis sur les chaînes de la télévision algérienne. On vous donnera le programme d'ici à mardi matin, le programme complet et officiel, bien sûr, que la télévision mettra en place avec la Ligue professionnelle de football. Mais juste avant, je vous propose de revoir le classement de cette Ligue 1 avant cette 12e journée, mais également le programme des matchs de ce mardi de la Ligue 1. Voilà, vous avez pu remarquer également qu'il y a 2 rencontres qui se joueront le mois de novembre prochain. C'est la rencontre qui opposera l'AS Mlila à l'USM Bel Abbès qui a été reportée au 15 novembre, jeudi 15 novembre en raison de la participation de Bel Abbès à la Supercoupe d'Algérie. Et bien sûr, la rencontre qui a été reportée au lundi 19 novembre, celle qui devait opposer la GS Kabylie au CS Constantine. Voilà donc pour ce qui était du programme de cette Ligue 1 qui se disputera, je vous rappelle, donc mardi, mercredi, jeudi, et puis jeudi et lundi du mois de novembre. On va revenir également sur cette 12e journée du championnat de Ligue 2 qui, elle aussi, a été reportée au mercredi, 31 octobre, avec une rencontre qui se jouera et où les supporters seront interdits de déplacement. Donc la rencontre US Biskra Mouloud Alma comptant pour la 12e journée du championnat de Mobilis de Ligue 2. Les présidents des 2 clubs se sont entendus d'un commun accord à inviter les 2 galeries à s'abstenir à effectuer le déplacement chez l'équipe hôte, que ce soit à l'aller ou pour la phase retour à l'occasion de la rencontre de ces 2 équipes. On a déjà vu ça avec ce match qui avait opposé le Mouloudia d'Alger au CS de Constantine, où les 2 présidents de club avaient demandé à ce que les supporters du CS Constantine ne fassent pas le déplacement. Oui, moi je trouve que c'est intéressant pour un début. Peut-être que ça va stopper un petit peu, si vous voulez, cet effet de la violence qu'on ne voudrait plus revoir sur nos stades. Peut-être que c'est une clé, ça peut être bon. Attendons pour voir. Touzi. Oui, peut-être c'est une bonne chose. C'est ce qui se passe en Europe aussi. On prive les supporters de match. Peut-être ça donnerait à réfléchir à ces supporters pour qu'ils puissent s'aligner et puissent atténuer cette tension et éviter
la violence dans nos stades. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure solution pour carrément essayer d'éradiquer donc cette violence dans nos stades, dire que d'ici jusqu'à la fin de la saison, demander gentiment, c'est pas pour les privés, puisque vous le savez, la télévision algérienne programme en général entre 5-6 matchs pratiquement les week-ends. Est-ce que ce ne serait pas une des solutions pour éviter cette violence, de demander gentiment aux supporters de l'équipe adverse de ne pas faire le déplacement avec leur équipe quand ils sortent pour aller jouer un match à l'extérieur? Et pourquoi pas Hakim, si ça peut être une véritable solution, parce que vous savez, la vie humaine est plus importante qu'une victoire. La vie humaine est plus importante que 3 points. Là, il faut se pencher énormément sur ce fléau, parce que ça devient vraiment très grave. Je ne dirais pas que c'est dangereux, c'est beaucoup plus mortel. Donc, quand on voit des gens se faire massacrer, et puis vous savez, Hakim, la tribune dans un stade, c'est pas un lieu où on vient insulter les gens. On vient se reposer. Moi, je me rappelle à l'époque. On vient assister à un spectacle. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'étais joueur, il y avait certains gens qui venaient dans le virage en haut, ils ramenaient des mhajib harin. Et c'est comme s'ils sont là pour pique-niquer. C'est vraiment intéressant. Il faut revenir à cette, si vous voulez, cette tradition qui c'est pas possible. Quand on voit des gens se faire tabasser, là, il faut dire basta, basta, basta. Touzi. Oui, Hakim, peut-être c'est l'une des clés pour pouvoir éradiquer cette violence de nos stades. Mais je pense aussi qu'il faut des campagnes de sensibilisation. Et on sait que le huis clos aussi n'est pas une solution, parce qu'on a déjà eu des matchs à huis clos et ça n'a absolument pas servi à grand-chose. Oui, là, le huis clos, on va priver tout le monde de spectacles. Or que éviter le déplacement aux supporters, là, ça sanctionne que les supporters de l'équipe adverse. Et c'est vrai, hein, comme on est en train de me dire Stoul hein, dans l'oreillette, il y a aussi plein de manquements au niveau des stades pour que les supporters puissent faire le déplacement, comme à l'image des petits magasins pour acheter de l'eau, des sandwichs, pour aller au sanitaire, des trucs qui n'existent pas. Et c'est vrai que ça pénalise un petit peu le supporter. Oui, ce qui pénalise beaucoup plus, c'est quand on voit des supporters qui rentrent au stade presque 4-5 heures avant le coup d'envoi. Vous savez, quand vous n'avez pas où vous prenez un café, vous n'avez pas de sanitaire, le stress peut commencer à partir de ça. Et puis en parlant de violence, c'est vrai de mettre une banderole, là où est écrit non à la violence. C'est bien, mais il faut la mettre en application. Mais c'est insuffisant. Voilà, il faut la mettre en application. Allez, le programme et le classement de cette Ligue 2 avant cette 12e journée qui se jouera le mercredi 31 octobre et le jeudi 1er novembre. Et on revient juste après. Voilà donc le classement de la Ligue 2 avec l'AS Schleuf toujours en tête de ce classement avec 23 points. Et à suivre ce week-end, c'est ce match entre les deux mal classés, l'USM Al-Harrach qui se déplace chez la Lanterne Rouge. L'USM Blida, les Harrachis sont 15e au classement avec 6 points. Ils vont aller défier les Blidéens qui eux sont 16e au classement avec 5 points. C'est le match à ne pas perdre hein, pour l'une et l'autre des deux formations. Moi, je dirais tout simplement gare au vaincu parce que là ça commence à sentir le vinaigre parce que celui qui perd, ça va vraiment être très difficile pour la suite des événements. Et surtout pour la phase retour. Oui, la phase retour qui va s'annoncer prochainement. Et puis, il faut que le fair play soit de mise aussi. Eh oui, c'est surtout ça. Oui, peut-être je rajouterai à ce qu'il a dit, Ahmed, c'est que gare au perdant, parce que là, le perdant, il va être distancé même par l'avant-dernier. Donc là, ça sera difficile de rattraper et de revenir par la suite. En parlant de Hakim de Schleuf, il ne faut pas oublier de dire que Schleuf a gagné son match retard contre la GSM Skida, 2-0, et là, elle prend 4 points d'avance sur le Wydad de Tlemcen. Oui, c'est intéressant. Schleuf qui n'a pas perdu, Schleuf qui est en bonne santé, et puis avec l'entraîneur Zewi qui veille au grain, qui est aux petits soins. Là, c'est intéressant. Et ils sont 3 à se battre hein, pour cette deuxième place. Wydad de Tlemcen, Mouloud Al-Alma, l'US Biskra et un degré moindre le nouveau promu, le NC Magra, hein, qui est 5e au classement avec 17 points, qui peut jouer les troubles faites.
Il y a un match aussi qui est important, c'est le match RC Kouba-Tlemcen. Également pour Kouba, s'ils arrivent à perdre, et ce qu'on ne souhaite pas, c'est que vraiment ils vont se faire distancer et ça va permettre au Watt de Tlemcen de se rapprocher de Chlef et de s'accrocher à cette deuxième place. Et c'est tout le mal qu'on souhaite bien sûr à cette équipe du Wydad de Tlemcen avec à leur tête. Donc bien sûr un petit coucou, un salut à notre ami donc Fouad Bouali qu'on salue, qui était donc, qu'on salue au passage aussi. Qu'on salue au passage. Voilà donc on arrive pratiquement à la fin de ce numéro. C'est passé très très vite aujourd'hui. Ce numéro de l'émission Canal Foot. Je vous rappelle comme toujours, n'oubliez pas, si vous voulez voir ou revoir les émissions de Canal Algérie, la page Facebook, la page YouTube également et le www.entv.dz pour revoir tous les programmes de la télévision algérienne et surtout celle de Canal Algérie et la rediffusion des émissions de Canal Algérie. Messieurs, sur ce, je vous remercie. Touzi Djilali, merci. C'est moi Hakim et à la prochaine, Inch'Allah. Ahmed Laribi, merci. Et je pense que tout à l'heure, on en avait parlé, nos sincères condoléances à la famille. Oui, merci Hakim. C'est bien de me le faire rappeler. On présente notre sincères condoléances à deux anciens joueurs. D'abord, je vais commencer par le plus âgé, qui est M. Mekidesh Saou, qui a joué au MCA, au Mouloudia, qui était un axial. Il est passé par la DNC, et puis il a joué une fois en sélection nationale dans un match officiel. Et puis il y a eu le deuxième, c'est le frère de Boumaraf Hossein, c'est M. Boumaraf Mirzak, qui a joué au RCK, qui était un gardien de but. Donc, rahmatallah alayhum. Et puis, on est de tout corps avec les deux familles, et Mekidesh et Boumaraf. Pour Mekidesh, il avait une deuxième passion aussi, indépendamment du football. Il pratiquait beaucoup le tennis aussi. Eh oui, comme certains autres joueurs. Et nos sincères condoléances aux deux familles des défunts. Voilà donc pour terminer ce numéro de l'émission Canal Foot. Bien sûr, merci à toute l'équipe de la Régie 2 qui a veillé à l'enregistrement et à la retransmission de ce numéro de l'émission Canal Foot. À leur tête, notre réalisatrice Amel Ben Batouche et notre script Youssef Stoul, mais également Menou, à qui qu'on salue. Merci à vous de nous avoir prêté attention, de nous avoir reçus chez vous. Prochain rendez-vous sport, 52 chrono en compagnie de Mokhtar Hamani ce lundi à partir de 16h50 sur Canal Algérie. Jusque-là, je vous dis ciao, bonsoir et à très très bientôt.